viens juste d'arriver. C'est la première fois, je ne suis pas encore allé là-bas, je ne vais pas tarder à le faire. Là, je suis venu voir mon studio avec Mathias qui est là-bas et on se prépare, on va faire plein d'émissions ici. J'arrive juste, là, je débarque. Ce matin, j'étais à l'antenne à Paris et voilà. Un animateur pas comme les autres, c'est comme ça que j'ai envie de te définir. C'est-à-dire que toi, quand tu causes au micro, tu dis quelque chose. Non, mais c'est... Tu as déjà dit ça. Comment ? Tu as déjà dit ça. Non, mais j'ai l'impression d'être un animateur comme les autres. En fait, j'ai l'impression d'être un peu plus chanceux que les autres en ce moment. J'ai l'impression de faire des trucs vachement plus cool que les autres. J'ai aussi l'impression de travailler beaucoup plus que les autres. Mais non, c'est en ce moment, je dirais, c'est une bonne période. On te voit partout, enfin en tout cas, on te lit partout sur Facebook. Moi, je lis régulièrement tes débriefs de concerts. C'est quoi l'intention? C'est plutôt une intention très positive de ta part quand tu débriefes un concert. Moi, on te critique même parfois sur Facebook. Enfin, c'est quelques têtes de pioche qui te disent ça et qui te disent que c'est un peu trop consensuel. Ouais, mais ça c'est pas grave en fait. C'est comme aller à un concert qu'on n'aime pas, c'est un peu comme se forcer à boire un vin qu'on n'aime pas. C'est un peu con. Et donc du coup, moi, quand je vais à un concert ou quand j'interviewe quelqu'un, si je l'aime pas, je l'interviewe pas. Si je déteste quelqu'un, en fait, je suis pas un rock critique, moi. Je suis pas un type qui est payé pour regarder les trucs et dire c'est pas bien ou c'est très bien. Enfin, je sais pas. Je suis pas un rock critique. Moi, je suis un animateur. Et donc, si je vais voir un concert, là, j'entends Morchiba derrière moi. Je les aime beaucoup. Je vais aller faire un petit tour, mais j'y vais par amour. En fait, moi, ce que je partage, c'est ma passion pour la musique et les artistes que je vais voir. Donc, en fait, aller voir un artiste qui m'ennuie 2 heures tout simplement pour faire le malin sur Instagram, sur Internet ou sur Twitter et en dire du mal, c'est pas mon propos. Moi, j'essaye de partager. Quand je fais des textes, notamment après les concerts, j'essaye souvent de partager 2 choses. Un moment que je décris et une sensation que je ressens. Voilà. Et donc, c'est marrant parce que je parlais de ça ce matin avec un copain qui me parlait de mes textes. Et on est 2 à faire ça. Il y a Didier Varro et moi, on le fait tous les 2. Et justement, Didier, il a une manière de travailler et moi, j'en ai une autre. C'est-à-dire que moi, vraiment, là, si je devais décrire ici, je parlerais de blanc et de vert. Je parlerais d'un fond sonore et ensuite si je devais raconter ce que je vais passer, j'essaierais d'aller chercher à l'intérieur de moi l'émotion que je suis en train de ressentir en voyant notamment Jérôme Tréorel. Excusez-moi. Jérôme Tréorel, directeur de Vieille Charrue. Alors, une belle chemise blanche. Ah, tu vois, j'arrive il y a 10 minutes. Voilà, on est en train de se faire. Ça va. Donc c'est bien, trop bien. On t'entend Eric, parce que Jérôme on l'attrape pas comme ça. Ouais, mais c'est une histoire d'amour. C'est pas laissé depuis longtemps. Depuis quelques années, surtout un pote en commun et on a les mêmes passions. Donc voilà, et on adore plein de choses, notamment les montres. les chemises blanches. Et les chemises blanches. Et c'est grâce à Jérôme qu'RTL est arrivé ici. Voilà, je Grâce harcelais. à toi surtout. On y a été ensemble. Je harcelais tout le monde parce que je pensais que les Vieilles Charrues, c'est le plus beau festival de France et qu'il fallait absolument qu'on soit ici. Ça représente quoi, Jérôme, d'ailleurs, d'avoir RTL et d'avoir Eric? C'est je pense, un partenariat à l'image des Charrues. C'est un passionné, nous on est des passionnés. Et puis c'est une grande radio populaire, la plus grande radio populaire de France. Et c'est le plus grand festival populaire de France. Donc la rencontre était obligatoire. Et puis il fallait qu'on passe 5 jours d'affilée ensemble. Donc, non, moi, Eric, c'est un passionné de musique. Il est, je pense que les gens, quand on l'entend à la radio, on se dit voilà, c'est notre meilleur pote, tu as des concerts à notre place, on aimerait bien aller avec lui et de boire une bière en même temps, quoi. Donc voilà, il vit la musique, il sublime les artistes, il donne envie de vivre des expériences de live. Et voilà, le voir aux Charrues, ça va être génial parce qu'il n'a jamais fait les Charrues. Bah non, il va prendre une claque. Je débarque là et je disais on fait ça et je vais voir un peu de Morchiba avant que ça commence. Ah, et puis tu vas voir la scène, la foule, ça va être. C'est particulier, tu vas voir. Là tout à l'heure, je te laisse. J'adore ce mec. Hein? Tu veux qu'on se rapproche de Morchiba? Ouais, je veux bien. Allez. Alors tu disais, j'adore ce mec. T'adores ce mec? Ouais. Il est exactement comme il est dans la vie, c'est-à-dire c'est un rock. Tu vois, c'est une montagne, c'est un mec costaud, c'est un mec solide, c'est un mec de parole. Tu vois, il se trouve qu'on a, j'allais dire, un meilleur copain en commun, qui est Sylvain Plantard. C'est marrant parce que Sylvain, lui, travaille
travaille pour Morgan Prod, et Morgan Prod, c'est les Franco de La Rochelle, tu vois, mais il n'y a pas d'ennemis dans ce métier. Enfin, en tout cas, pas nous. Et donc, avec Sylvain, on se voyait, et puis cet hiver, j'étais tout le temps derrière Jérôme en lui disant bon allez viens chez les Rouges, c'est cool et tout. Et à un moment il me fait bon. Et donc c'est comme ça qu'on l'a fait, mais vraiment on l'a fait à l'amitié quoi. Donc et quand Jérôme il dit c'est ok, mais c'est un vrai ok tu vois. Parce qu'on n'a pas signé de contrat au début, on s'est tapé dans la main, puis après on s'est organisé tu vois. Mais vraiment c'était non vraiment c'est super. Tu le connais depuis longtemps alors? Ouais, je le connais depuis pas mal d'années. Et puis je te dis, on a des bons copains en commun, ce qui aide à savoir qui sont les gens en face de toi, quoi. Donc voilà. Alors tu disais, vous êtes les deux seuls avec Didier Barrault à faire ce que vous faites. En fait, non, il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui le font. Mais Didier, comme moi, cherche à ressentir des émotions. Et à chaque fois que j'écris un papier, souvent je le fais relire à Olivier Cachin, qui est mon grand ami et mon co-auteur sur le bouquin avec Dutronc. Et là, quand j'ai fini un papier à un concert où je sais qu'il y avait Didier, je vais lire le sien pour voir s'il a ressenti les mêmes choses que moi. Et lui, il est pareil, lui, il est beaucoup plus poétique que moi, mais il aime bien les artistes. Et Didier et moi, on a ce truc en commun de ne pas être des critiques de rock. On est des vrais amoureux de la musique. Et moi, j'ai pas envie de dire du mal d'un mec qui a passé 6 mois de sa vie à faire un disque ou à préparer un concert et qui l'a raté. Ça peut arriver, j'ai fait des émissions de merde, j'ai fait des interviews dégueulasses, c'est pas pour autant... Balance. Non, mais il m'est arrivé de rater. Par exemple, j'ai un jour raté l'interview de Brian May. J'étais obsédé, c'était en 92, il venait de perdre son meilleur pote, et j'étais obsédé par le fait qu'il me parle de Freddie Mercury, et c'était pas le moment. J'ai vraiment fait une interview indécente. Ouais, je regrette, oui, parce qu'en fait, j'aurais pas dû, j'aurais dû être plus subtil. Mais j'avais 24 ans, je voulais absolument qu'on me parle de Freddie Mercury. Tu sortais d'énergie à cette époque-là? Comment? Tu sortais d'énergie à cette époque-là? Ouais, j'étais à énergie à cette époque-là. C'était parmi mes 10-15 premières interviews. Tu vois, je suis arrivé en 91 à Énergie. Je pense que Freddie Mercury est mort en 91 et donc Brian May, j'ai dû le faire début 92, tu vois. Donc moi, j'étais un bébé. Et je voulais absolument, je sais pas, ma part du lion dans cette histoire. Bref, tu vois, ça arrive de faire des conneries, et on en fait tous, et toi aussi t'as dû en faire, et c'est pas grave. Le seul truc qui soit grave, c'est de recommencer, et surtout de pas comprendre de ses erreurs, tu vois. Donc, t'as compris quoi justement à RTL? Parce que tu aurais pu rester sur une musicale comme Énergie, et faire ce qu'on appelle du plus disque vulgairement, voilà, c'est pas péjoratif. Toi, tu as choisi de passer à RTL. Qu'est-ce que tu as appris justement en devenant le pote des stars? Ouais, je sais pas si je suis le pote des stars, mais je les fréquente depuis tellement longtemps qu'on se connaît. Mais en fait, ça, c'était déjà un état d'esprit, c'est-à-dire, je m'approche pour jeter un œil à Mortimer. Ce que je voulais moi, c'était pas pousser les disques, c'est-à-dire que pour moi. Un animateur, c'est quelqu'un qui existe par lui-même et qui a un truc très perso à apporter, qui fait que si c'est lui, et si c'est pas lui, c'est autre chose, tu vois. Et du coup, déjà sur Énergie, j'étais hors format parce que j'aimais pas la musique qu'on passait. Moi, je faisais des interviews et quand je passais les disques sur Énergie, je parlais d'autres choses. Solar à l'époque. Comment? Il y avait MC Solar à l'époque, ça va? Ouais, ça va. Mais il y avait aussi Noir Désir. Mais globalement, les tubes Eurodance des années 90, c'était pas ma cam. Et pourtant, je l'ai passé, mais généralement, quand je l'ai passé, je parlais pas de musique. Je me suis mis à parler de musique quand je me suis mis à faire de la musique qui m'intéressait. Et après, le fait d'avoir été à RTL, ça m'a permis de casser les codes. Quand je suis arrivé à RTL, il y a un réalisateur qui s'appelait Bernard Ménibouxier, qui s'appelle toujours, et qui était le réalisateur de Zégut, de Georges Lang, de Jean-Bernard Hébé. Tu vois, il avait appris avec Hébé, qui pour moi est un vrai modèle. Et donc en fait, et lui m'a dit, quand je suis arrivé, il m'a dit voilà, règle numéro 1, ici il n'y a pas de règle. Ouais, mais sinon, non, il n'y a pas de règle. Si ce que tu as à dire c'est intelligent, tu le dis, et puis tu prends ton temps, et tu fais en sorte de le dire de manière à ce qu'on te comprenne. Si tu n'as rien à dire, franchement, on enchaîne 2 disques, c'est cool. Ok. Et puis si tu veux qu'on mette le disque là, ou si tu veux parler ici, ou si tu veux qu'on fasse ça, on le fait. L'important c'est que ce soit bien.
Et en fait, moi, ça m'a ouvert un champ des possibles. C'est un truc que je faisais un peu intuitivement sur Énergie quand on faisait les interviews, où je faisais mes conducteurs à la main. Mais là, arrivé sur RTL, après, ça a été cool. Et du coup, ça m'a vachement servi quand je suis arrivé à RTL 2 il y a 7 ans. Parce que du coup, moi, je leur ai dit, les gars, ça sert à rien d'avoir un type comme moi si vous me demandez de parler 20 secondes tous les 5 chansons. Auquel cas, prenez, il y a des animateurs avec des plus belles voix que moi qui vont être super et c'est mieux. Et donc, du coup, moi, j'ai... Une voix très posée. Hein? T'as une voix très posée. Tu la qualifierais comment, tiens, pour ceux qui Medium, basse, cherchent 12. leur voix? Tu dis? Medium, basse, 12. Ouais. Non mais... T'as une voix différente au micro d'RTL et d'RTL 2 d'ailleurs. Oui, mais c'est le traitement parce que je parle pareil. Je parle presque un peu plus fort sur RTL 2. Ah oui? Ouais, parce que c'est pas le même horaire. Et en fait, j'ai une vraie voix différente quand je fais le grand studio. Quand je fais le grand studio, je fais la voix qui porte un peu plus. Ouais, parce que je suis sur scène. Quand je suis en émission à RTL le matin, j'essaye de sortir un peu plus. Mais ma voix naturelle, elle est plutôt, tu vois, là, comme je te parle en ce moment, c'est-à-dire la voix que j'utilise à RTL. Et cette voix-là, elle est médium, elle est douce, mais elle n'a pas de grain. J'ai pas de grain de voix. Il y a tu vois, Darbois, le mec qui fait les habillages d'antenne, d'énergie, etc. Ils ont les magnifiques. Moi, j'ai pas de grain de voix. Mais Il fait fumer des clopes, mais pour des prunes en fait. ouais, c'est ça. Mais non, j'ai pas cette voix-là. Mais je vais te dire, la voix, c'est chouette. Et j'ai une chance folle parce que j'ai une voix qui passe bien. Mais en vrai, les plus grands animateurs de radio, c'est pas la voix qui fait la différence. Tu vois, je pense qu'Arthur, il n'a pas une super voix, il le sait. Julien Courbet, il n'a pas une super voix. En tout cas, il a une voix. Ruquier, Philippe Bouvard dans les années 80, il a... Ouais, des gros talents. Mais on s'en fout en fait. Même Fabrice, il parle au perché. D'ailleurs, ça, il y avait une raison, c'est parce que c'était pour les grandes ondes. Il fallait plutôt des voix médium hautes, tu vois. Moi, ma voix, elle passait pas sur les grandes ondes. Mais en fait, en vrai, c'est pas la voix qui fait le truc. Qu'est-ce que tu dis aux gens, parce que je suis formateur, je te l'ai dit, qu'est-ce que tu dis aux gens qui n'aiment pas leur voix? Et c'est assez frappant parce qu'entre 75 et 90% des gens lèvent le doigt quand je pose la question qui n'aiment pas sa propre voix. Ouais, je sais, mais tout le monde en fait. Personne n'aime sa voix. Au début, en tout cas. C'est pas qu'on l'aime pas, c'est que moi, la première fois que je me suis entendu, je devais avoir 15 ans, je croyais que c'était pas moi. Je croyais que j'avais la même voix qu'Arthur, quoi. À l'époque, j'étais hyper fan d'Arthur. Je l'écoutais sur Kiss FM. Moi, j'ai parlé un peu. Hein. Et en fait, je ne savais pas que j'avais une voix de basse. Wow. Mais en fait, le problème n'est pas d'aimer ou de pas aimer sa voix. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est on l'a. C'est comme si tu me disais j'aime pas mes yeux bleus. Bah ouais, mais enfin tu peux pas les changer. Donc en fait, l'idée c'est de savoir comment tu vas la moduler, ce que tu vas en faire et ce que tu vas raconter. Tu vois, tu peux. C'est comme une fille qui dit ouais, moi j'aime pas mon corps ou je suis pas belle. Mais en fait t'es comme ça. Donc en fait, apprends à gérer avec ce que t'as. Même il y a des filles qui sont tellement belles que c'est presque un handicap. Parce que à ce niveau-là, la beauté c'est presque une erreur de la nature. Ben voilà, c'est comme ça. De toute façon, c'est notre capital. Donc en fait, c'est pas le sujet de pas aimer ou d'aimer sa voix. On l'a. C'est pareil pour ses yeux, c'est pareil pour son physique, c'est pareil pour tout. Le mieux, c'est d'accepter. Ben, à partir du moment où tu as accepté que ta voix elle est comme elle est, ben tu gères quoi et tu fais avec. Et l'important, c'est pas du tout. L'important, c'est pas du tout ce que ta voix. Si tu as de la chance d'avoir une jolie voix, c'est cool. Mais c'est génétique, tu peux rien. Ce qui va être important, c'est ce que ta voix elle va apporter aux gens. C'est la manière dont tu vas la poser. C'est la manière dont tu vas dire des trucs aux gens. C'est comment tu vas attraper les gens pour leur raconter des histoires. Ça, c'est super important. Alors, comment tu travailles ton intention, toi, justement? Parce que je reviens à RTL, même Stop ou encore est délicieux avec toi. J'ai pas envie de taper sur tes collègues, mais franchement, il y a, je trouve, un grand écart entre quand tu fais Stop ou encore, qui est une émission, on va dire, à la fois classique, ordinaire, populaire, et un autre de tes collègues, justement parce que tu racontes. Moi, je me souviens de Amy Winehouse, que tu racontes. J'ai découvert Amy Winehouse grâce à toi lors d'un Stop ou encore. Moi, je te remercie. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Alors, comment tu travailles ton intention de rencontrer? D'abord, je travaille tout court. J'arrive jamais à poil dans une émission. Ça, c'est la base. C'est-à-dire, je commence jamais une émission sans avoir des billes. Tu vois, je vais jamais à la baston sans mon équipement, jamais. Et si j'y vais, c'est parce que j'ai pas pu faire autrement, parce qu'on dit jamais. Si j'y vais, c'est que j'ai pas pu faire autrement et que j'ai tellement travaillé avant que. Mais faut savoir que plus de la moitié de mon temps est réservé à la recherche, au travail. J'ai des sites, j'ai des livres. J'en ai écrit certains, j'en ai lu beaucoup. Donc voilà, j'ai la recherche. Et une fois que j'ai la recherche,
j'ai aussi mes techniques selon les émissions, qui sont différentes selon les émissions, d'avoir des espèces de petits cailloux blancs qui vont faire que quand je vais passer Back to Black de Amy Winehouse, il y a des trucs qui vont s'allumer dans ma tête. Si tu voyais mes fiches d'un Stop ou Encore, par exemple, c'est des mots griffonnés au stylo plume sur ma conduite. Mais ces mots-là sont le fruit de recherche. Tu vois, sur 2 heures d'émission de Stop ou Encore, il y a à peu près 3 heures de recherche pour la faire. Sur le drive, autant de temps de travail d'antenne que de recherche. Mais sauf que je le fais pendant, donc c'est un peu particulier. Bonus track, 1 heure d'antenne, 3-4 heures de travail. Mais tu vois, donc en fait, ça c'est la préparation en amont qui fait que même si je suis pas en forme, même si je suis super fatigué, même si je suis... J'ai des billes. Après, est-ce que tu as le track, toi? Ça dépend. Il y a des fois où j'ai le track. Oui, ça m'arrive quand par exemple j'ai un gros DOS international à faire. Tu vois, Noel Gallagher en live. Là, j'ai fait les Red Hot Chili Peppers en live, c'est-à-dire mon plus gros stress, il est soit lié au fait de faire de la traduction simultanée parce que je refuse de me faire traduire. Je suis pas hyper bon en anglais, mais je comprends. Oui, mais je suis pas un traducteur. Mais en revanche, si je mets un traducteur entre la personne que j'interviewe et moi, la radio c'est la personne que j'interviewe, le type ou la fille qui nous écoute et moi. C'est un triangle. On est 2 à parler pour un 3e. Si je mets un traducteur, soudain, le type que j'interviewe, il va parler au traducteur qui va lui parler. Moi, je suis exclu de la conversation et du coup, j'ai du mal à faire rentrer mon auditeur. Donc ça, c'est ma technique à moi. Donc je fais ça. C'est pas comme à la télé. Mais du coup, quand je fais ça, pour faire en anglais, des fois, j'ai peur de rater des trucs. Puis si les mecs sont pas sympas. En français, j'ai pas très peur. J'ai un peu peur quand un mec m'impressionne. Il y en a. Alors vas-y. Ben, je sais pas. Par exemple, Damon Albarn, la dernière fois que je l'ai vu. J'étais tendu avant, donc j'avais beaucoup travaillé. Pareil, je cite Noel Gallagher, et pourtant je m'entends très bien avec eux, on a le même âge. Genre, on a, tu vois, mais il y a, je sais pas, récemment je me suis rendu compte que Nicolas Sirkis, que je connais pas bien, quand je le croise, je suis pas moi tout à fait. Je suis un peu, quand je dois le faire en interview, je suis un peu tendu. Donc il y a ça. Un peu cabot, un peu quoi, un peu. Comment? Un peu cabot, un peu tendu, un peu quoi? C'est quoi non, c'est quoi Eric qui est pas tout à fait lui-même? Non, au contraire, Nicolas est particulièrement cool. C'est toi, tu te sens moi. comment toi? Ouais, moi t'es pas tout à fait toi-même. Ben, je suis un peu trop poli, je suis un peu trop. Un peu cabot, quoi. Tu vois, je fais gaffe à trop de trucs. Je suis pas naturel, je sais pas. Et donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à une certaine époque, avant que ça devienne un réflexe, à essayer de faire en sorte que l'homme qui te parle à la radio soit exactement le même que l'homme qui te parle en ce moment, dans la vraie vie. Et quand je suis pas tout à fait en phase avec ça, c'est que je suis tendu. Et il y a des fois où, je me rappelle la dernière fois que j'ai eu le track, par exemple, c'est complètement con, c'était sur une scène pour l'ensemble du personnel d'M6, où je présentais un concert avec les membres d'M6 qui font de la musique et de RTL. Et je sais pas pourquoi, j'ai une espèce de montée de trac et je suis arrivé un peu tremblant, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. T'étais devant tes pairs? Hein? T'étais devant tes pairs? Ouais, puis devant les copains, j'avais envie que ce soit vraiment chouette, voilà. Mais c'est quoi ton astuce pour dépasser? Comment? C'est quoi ton astuce pour dépasser le trac? Le travail, toujours. Non mais là t'es sur, tu t'apprends à monter sur scène. M'isoler, pas parler. C'est-à-dire que quand je suis vraiment trop traqueux, je vais, tu vois, par exemple, là, c'est pas une histoire de trac, mais c'est vraiment être dans le présent. Quand je vais commencer les émissions là je suis peinard parce que c'est pas mon émission, c'est Julien, mais à partir de demain, ce sont toutes mes émissions. Je m'isole, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un moment où je pense plus qu'à ça. Ce que je dis, c'est que du small talk, tu vois, et je pense qu'à ça. Par exemple, tu vois, le grand studio. Enfin, c'est bizarre, c'est-à-dire que une demi-heure avant l'émission, je pense plus qu'à ça, même si je fais autre chose. Et en revanche, j'arrive toujours au dernier moment dans le studio. C'est-à-dire que le drive, je suis là à 57, 58 dans le studio. Ils sont habitués, ça les fait marrer. Pour virer le mental? Ouais, dans le corps? Je sais pas, le grand studio par exemple, j'arrive à mes -3 parce que je veux pas parler à mes chanteurs. Je vais leur dire bonjour, je veux garder mon... Et tu vois... Mets ton cuir de motard là. Ouais, je sais pas, Non, je sais pas, c'est une hypothèse. je traîne
de manière à pas avoir le temps de réfléchir dans les conditions où je dois travailler. Tu vois, c'est-à-dire j'ai réfléchi beaucoup avant, je sais que je suis prêt. Tu sais, c'est la règle des 3. C'est quoi? C'est ce que je sais, ce que j'ai appris et la pensée agréable. Ben, souvent c'est ça, c'est-à-dire ce que je sais, c'est mon travail, ça fait presque 40 ans que je fais ce métier. Ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai préparé pour cette émission, et la pensée agréable, c'est un truc qui, plus je suis stressé, plus je vais chercher au fond de moi une pensée agréable qui va me donner le sourire, et quand je vais arriver avec le sourire, ce sera pas du tout pour les gens en face, ce sera pour ceux à quoi je suis en train de penser. Et souvent pour le grand studio, la pensée agréable, c'est de retrouver le chanteur que souvent je connais, salut, ça va et tout, donc tu vois, je rentre, j'ai le sourire et on commence. Mais tu vois, les 3 trucs de ce que je sais, ce que j'ai appris et la pensée agréable, c'est un truc que j'utilise assez souvent moi, en termes de concentration sur une émission. Mais après, pour le drive, par exemple, ou pour Bonus Track, les émissions qui sont vraiment des émissions de radio en studio, il n'y a pas de track, il y a juste de la concentration. C'est-à-dire, tout le monde a travaillé, tout le monde est au point, je sais ce que je dois faire. Le truc, c'est d'être dans l'instant présent. Tu parlais d'aller à la baston tout à l'heure. Steven Bellery. Tu parlais d'aller à la baston tout à l'heure. C'est un combat, la radio? D'aller? Tu parlais d'aller à la baston tout à l'heure. Tiens, on va faire un plan de coupe. Là, on est un peu loin, là. Et on va repartir à la radio, on rapproche. Tu parlais d'aller à la baston tout à l'heure en parlant de faire de la radio. C'est un combat, la radio? Non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Pour moi, la radio, c'est au contraire le moment de plaisir. Qu'est-ce qui est un combat pour moi? Ça, c'est pas un combat. C'est un sport, m'a dit un jour un directeur d'antenne. La radio, c'est un sport, m'a dit un jour un directeur d'antenne. Ouais, mais c'est un sport individuel qui se joue en collectif. C'est un drôle de sport. Moi, j'ai fait du foot pendant très longtemps et j'étais gardien de but. Et en fait, je fais de la radio comme un gardien de but. C'est-à-dire que ma manière d'animer, elle est très en recul par rapport aux autres. Je cherche pas à mettre des buts, c'est pas mon style. Je suis pas un sniper, je suis pas un mec qui fait marrer les gens, je suis pas un mec qui parle fort, mais je suis un gardien de but, c'est-à-dire c'est un poste assez stratégique qui touche pas beaucoup de ballons, mais qui doit s'appliquer quand il les touche. Et j'aime bien ça pour parler d'image. Mais c'est pas la guerre, la radio. C'est la guerre, je sais pas, dans mon métier, c'est pas la guerre qui est difficile. Ce qui peut être difficile dans mon métier, c'est la pression. La pression, c'est ce qu'on essaye de te faire croire, ce que tu essayes de te faire croire ou ce que tu te laisses croire. Et puis, c'est parfois les trucs qui arrivent trop en même temps ou trop pas au bon moment. Tu vois, si tu as beaucoup de trucs à faire, tu as l'impression que tu vas pas t'en sortir. Là, c'est la pression. Ou bien un mauvais directeur des programmes qui dit si tu baisses sur ce quart d'heure, je vais te virer. C'est de la pression débile. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est voilà, là on n'est pas bon sur ce quart d'heure, on va réfléchir ensemble pour essayer de faire en sorte que ça aille, tu vois. Mais ça, c'est cette pression-là, je sais pas. Moi, j'ai pas tellement de pression à la radio, ni même la pression, la fameuse pression de la fragilité, etc. C'est pas vrai. La fragilité de quoi? La fragilité pour un mec comme moi du métier, c'est si demain RTL veut plus de moi, je prétends que je trouverai du travail. C'est pas du tout être prétentieux que de dire ça. Ça fait longtemps que je suis là maintenant. Mais non, je pense que ce qui est difficile, en revanche, c'est l'accès. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde peut faire de la radio. Tout le monde. Tous ceux qui veulent faire de la radio peuvent en faire, que ce soit sur leur ordinateur, que ce soit chez eux, que ce soit dans une radio locale. Mais faire ce que je fais, faire ce que fait Julien Cellier, ce que fait Yves Calvi, ce que fait Didier Varro, il n'y a pas beaucoup de place. En ce sens, oui, il y a un vrai entonnoir. Et pour ça, il faut avoir sans doute des aptitudes. Mais moi, je prétends que c'est le travail qui fait la différence. Vraiment, je pense. Qu'est-ce qui fait que tu es encore à cette place 40 ans plus tard? Enfin, cette place, ça fait pas 40 ans que tu l'occupes en tant que telle, celle-ci. Mais qu'est-ce qui fait la longévité d'Éric Saugeon? Que je me sois pas lassé. Je garde, je sais pas comment je fais. Je pense que je dois avoir une mémoire de moule. Mais je garde cet enthousiasme intact. Tu vois, d'être. J'adore cette veste. J'adore cette veste. J'ai exactement la même Arrête veste de pour te la faire péter, mais sans déconner, tu es en train de montrer. J'ai acheté ça, j'ai acheté 15 hectares, c'est un héritage de ma grand-mère. Ça, j'ai loué. J'ai acheté le terrain. Ça, j'ai loué. T'as loué quoi? C'est vrai?
Si le son est pas bon, c'est toi. Bon festival, l'ami. Bonjour. C'est vrai, il n'y a que des gens comme ça ici. De quoi? Il y a que des gens comme ça ici. Et, Adorable. et donc, en fait, je reste, tu vois, j'aime toujours ça. Si j'aime plus ça, j'arrêterai, quoi. Et de même que, tu vois, j'aime être les mains dans le cambouis. J'aime encore faire des recherches, j'aime encore présenter des émissions, j'aime encore, tu vois, si je voulais faire autre chose, j'essaierais d'être chef, j'essaierais, tu vois, mais non, c'est pas mon sujet. C'est pas ton sujet. Non, j'ai pour deux l'instant. dernières questions à te poser, Eric, parce que je sais que tu as une antenne qui t'attend. Ouais. La première, c'est qui est-ce que tu viens voir particulièrement ici? Allez, 3 noms maximum. Ah bah, c'est simple. J'en aurai une ultime. C'est simple. Je viens voir Blur. Je viens voir Les Red Hot. Bah, évidemment. Je viens voir les Red Hot et je dois dire que Rosalia, ça m'intrigue beaucoup. Je suis pas sûr que ce soit ma cam. Mais justement, mon copain Didier Varro a trouvé ça tellement formidable que je me dis qu'il faut absolument que je la voie. Mais je viens voir les Red Hot. Numéro 1, je viens voir les Red Hot. Et Blur. Eric, on est sur la chaîne Réussir. Qu'est-ce que tu réussis, toi? Tu parlais d'instant présent tout à l'heure. Qu'est-ce que tu réussis? Je trouve que je réussis à être dans l'instant présent et à être assez heureux en ce moment. Ce qui n'a pas toujours été le cas. J'ai eu des moments où j'étais en colère, j'ai eu des moments où j'étais pas en colère. Hein? Qu'est-ce qui te mettait en colère? Moi, je suis devenu orphelin à 35 ans ou 40 ans, tu vois, c'est un truc qui est pas juste, ça me mettait en colère. J'ai perdu la mère de ma fille dans la foulée, enfin tu vois, il y a eu beaucoup de morts à un moment de ma vie, j'étais en colère, je trouvais ça injuste et dégueulasse, il a fallu que je réfléchisse, que je travaille là-dessus. Et donc je réussis plus à être ce que je suis aujourd'hui et à être dans ce que je fais, voilà, parce que réussir, c'est une chance de malade, tu te rends compte, j'aurais payé, quand j'avais 15 ans, j'aurais payé pour avoir la vie que je mène aujourd'hui et pour laquelle je suis payé. Donc en ce sens, on peut dire que c'est une réussite, tu vois. Et donc oui, c'est formidable, j'ai une chance folle. Et c'est aussi pour ça que je me raccroche beaucoup au travail. Et à pas être paresseux, et à dire merci, et à tu vois, avoir de la gratitude pour ce que je reçois, parce que je reçois beaucoup. Et j'ai de la gratitude pour plein de choses, plein de gens, et particulièrement pour mon métier. Et c'est pour ça, tu sais, début de conversation, quand on se disait dire du mal et tout, mais allez vous faire foutre en fait, je veux pas dire du mal des gens. Si ça me plaît pas, j'en parle pas. Non, mais je refuse de rentrer dans ces trucs de haters qui disent du mal planqués derrière un ordi. Je refuse, c'est pas moi. Si j'aime pas quelqu'un, ou bien je lui dis en face, ou j'en parle pas en public. Ça, c'est un truc très intime, la colère ou la haine. Donc je suis pas pour étaler ma colère ou ma haine sur les réseaux ou ailleurs. Donc voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour ce que je suis en train de faire, pour la vie que je suis en train de mener, et je souhaite qu'elle dure le plus longtemps possible parce que voilà, mais je sais que c'est pas cadeau et que le prix à payer c'est le travail, certains sacrifices et être super attentif aussi, parce qu'on a vite fait d'être con, on a vite fait d'être maladroit, donc tu vois, il faut faire gaffe à qui on est, à ce qu'on fait, pas croire que c'est moi que viennent voir les gens de Morchiba quand ils vont venir en interview. Ok, on se connaît, mais ce qu'ils viennent voir, c'est le logo avec 3 lettres blanches sur un fond rouge, quoi. Faut pas que je me trompe. C'est pas qui que vous soyez, à part si vous êtes Antoine Decaune, mais quand il y a un mec qui vient faire une interview, il vient aussi et avant tout pour votre média et pour votre logo. Il vient un peu pour votre gueule, mais beaucoup pour votre média.